Donnée en 1938 par Monsieur et Madame Atherton Curtis au musée du Louvre, cette statuette en calcaire peint représente un couple royal célèbre, le pharaon Aménophis IV et la reine Néfertiti. L'époque extraordinaire dont ils furent les héros, les portraits rayonnants de beauté de la reine ont contribué à les rendre populaires plus que d'autres figures de l'Antiquité. La main dans la main, les souverains esquissent un pas en avant. Contre leur dos, une stèle porte leur nom, associé à celui du dieu Aton. Bien qu'elle ne mesure que 20 cm de haut, l'œuvre témoigne parfaitement de l'art nouveau dont ils furent à la fois les instigateurs et les protagonistes. La souplesse des corps est remarquable. Les silhouettes ne sont que courbes et sinuosités. Visage étiré du menton à la pointe du casque, cou plongeant vers l'avant, épaules tombantes, ventre épanoui souligné par le plissé des vêtements, cuisses rondes surmontant des jambes qui ploient dans le sens inverse, membres graciles, accentuation de la finesse des attaches telles que cou, poignets, chevilles. Les corps sont féminisés à l'extrême pour leur roi comme pour son épouse. Le canon de la représentation du corps humain qui guidait les artistes égyptiens depuis plus de 15 siècles y est bousculé. Fait révolutionnaire dans une société qui s'attache à reproduire les formes léguées par les ancêtres des temps primordiaux. Quelques années seulement auparavant, le père d'Aménophis IV, le pharaon Aménophis III, avait commandé des statues dans la tradition millénaire où les corps suivaient une géométrie rigide très étudiée. Comment, en si peu de temps, de tels changements ont-ils pu se produire? Tout a commencé à Thèbes, la capitale, vers 1365 avant Jésus-Christ. Le jeune roi Aménophis IV, associé au trône de son père, fait construire un temple à Karnak, à l'extérieur de l'enceinte du grand dieu de l'Empire, Amon. Il consacre le nouveau bâtiment au globe solaire Aton, pour lequel il a une dévotion personnelle très forte. Une cour est bordée d'images colossales du roi. Ce sont les premières images connues d'Aménophis IV, et elles sont étonnantes, brutales, inquiétantes et envoûtantes en même temps. Le visage et le corps du roi apparaissent comme de pures créations de l'esprit. De même, dans les bas-reliefs, style violent, certainement inspiré du physique d'Aménophis IV, mais en rupture avec l'élégance mesurée de ses pairs. Dans un graffito des carrières de granit d'Assouan, le chef des sculpteurs du roi, Bach, prétend avoir reçu l'enseignement de Sa Majesté en personne. On ne peut en douter quand on voit avec quelle résolution, peut-être dès l'an 4 de son règne, le roi crée une capitale nouvelle en un site vierge de Moyenne-Égypte pour la consacrer à Aton. Son nom est l'horizon d'Aton. C'est le site actuel de Tel El Amarna. Une série de stèles en fixe les frontières et en établit le programme. Je fais l'horizon d'Aton pour Aton, mon père, en cette place. Le roi change son nom d'Aménophis, qui veut dire « Amon est satisfait ». Il devient Akhenaton, celui qui est utile à Aton. La cour quitte Thèbes et le voisinage d'Amon pour habiter l'horizon d'Aton. Le palais est vite en symbiose avec le temple. La maison du dieu prend un aspect différent des anciens sanctuaires obscurs et secrets. C'est un temple sans toiture, ouvert aux rayons du soleil, qui donne vie et prospérité à toute créature sur terre, comme le chante le roi lui-même dans un hymne à son Dieu. Tu as créé la terre selon ton cœur, tout seul, l'humanité, toutes les bêtes domestiques et sauvages, tout ce qui est sur terre et va sur pattes, et tout ce qui est dans le ciel et vole de ses ailes, les pays étrangers, la Syrie, la Nubie et la terre d'Égypte. Cette idéologie d'apparence simple et remplie d'amour pour la vie est la source d'un renouveau d'intérêt pour le réel. Désormais, les scribes écriront la langue parlée par les contemporains. Les artisans portent un regard neuf sur la nature. Ils introduisent le vent dans les bosquets de papyrus, autrefois raides comme des troncs.
Il réétudie l'anatomie et rend avec amour des détails auparavant négligés, comme les oreilles, ou le cou, ou les pieds. L'atelier du sculpteur Thotmès, découvert dans les ruines de la capitale, contient des plâtres de visages d'hommes et de femmes, si proches de la vie qu'on a le sentiment de se trouver en présence de moulages pris sur les intéressés eux-mêmes. Ne dirait-on pas le roi en personne? Mais, à y regarder de près, ce seraient les moulages d'études modelées à la main, en terre peut-être, technique très libre que Thotmès pratiquait pour atteindre une plus grande vérité ensuite dans la pierre. Du moins, peut-on l'imaginer en admirant son chef-d'œuvre, le buste de Néfertiti. Dans les maisons d'Amarna, les adeptes de la religion d'Aton possédaient des autels constitués d'une stèle en calcaire peint, fermée par 2 volets de bois, à la façon des retables du Moyen Âge. La stèle représente toujours le couple royal et ses enfants. Ils eurent jusqu'à 6 filles, se restaurant ou jouant sous les rayons bénéfiques d'Aton, qui apportent le hiéroglyphe de la vie sous leurs narines. L'air circule dans la scène. Les rubans des coiffures volent, comme dans le cou des statues. La vitalité de la famille royale, qu'il faut sans doute interpréter comme garante de toute prospérité sur terre, est traduite par des scènes d'un genre extrêmement familier, inconcevable 10 ans auparavant, à l'opposé de toute pompe officielle. Dans les positions les plus abandonnées, les parents jouent avec les princesses, qui ont grimpé sur leurs genoux pour leur donner des caresses. Sur une autre stèle, c'est la reine qui est sur les genoux de son mari. Ici, sans enfant, l'homme et la femme se tiennent par la main. La tendresse entre les époux a été traduite dans les gestes des statues depuis le temps des grandes pyramides. Elle trouve maintenant sa justification religieuse. De même, le ballonnement des ventres répond à une doctrine que malheureusement l'inscription du sculpteur Bach ne dit pas. Les formes de cette femme, dont la tête et les membres sont cassés, sans doute Néfertiti, formes distendues à l'extrême, sont encore soulignées par une robe à plissés rayonnants. Elles prennent à nos yeux une beauté quasiment abstraite par la seule perfection de leur volume. Petit à petit, l'aimable élégance de l'époque précédente reprend le dessus pour adoucir, édulcorer et aussi peut-être embellir l'art amarnien, qui se situe désormais dans un équilibre à mi-chemin du style et du réalisme. Nous sommes à la fin du règne. Les princesses ont grandi, les visages sont empreints d'une douceur triste, bien éloignée de la force des colosses de Karnak. La grâce de mine,
comme dans les œuvres abandonnées dans l'atelier du sculpteur Toutmès, au moment où celui-ci quitta, comme les autres, l'horizon d'Aton, à la suite de la mort du roi et de ses successeurs immédiats. Revenu à Thèbes, le roi Toutankhamon, jeune prince qui avait vécu son enfance dans l'horizon d'Aton, multiplie les témoignages de dévotion à Amon, le grand dieu de Thèbes qui avait été délaissé. Ces statues se veulent orthodoxes, comme cette image d'Amon protégeant Toutankhamon. Elles sont, malgré tout, imprégnées de la douceur et de la spiritualité de l'art amarnien. À Amarna, le désert reprit ses droits sur ce qui avait été une remarquable création urbaine. Notre statuette provient sans doute de ces ruines. Était-elle destinée à une tombe, ou à un autel domestique, ou à être déposée dans le grand temple d'Aton? Ou est-ce une simple esquisse d'artiste? On ne sait pas. Elle nous laisse sous le charme des deux protagonistes d'une étonnante aventure culturelle, disparus dans des conditions obscures, dans la tourmente de la fin du règne.